Je suis de retour, excusez-moi. Je me pose toujours la question de savoir si les personnes qui sont connectées pouvaient m'entendre. Je l'espère. En tout cas, je vais continuer donc rapidement sur cette présentation. Je vous rappelais juste que concernant la présentation de Valentin qui va commencer dans quelques secondes, vous avez des questions qui sont vous pouvez les envoyer, celles qui sont relatives à la présentation pendant le webinaire, et toutes les autres, vous aurez une petite séance spéciale en fin de présentation. Je continue donc sur cette introduction et la présentation du groupe IG, juste pour vous rappeler quelques chiffres très rapidement. Donc 45 ans d'expérience pour le groupe IG, présence dans 14 pays aujourd'hui avec près de 200 000 clients actifs dans le monde. Nous sommes en Suisse donc depuis 2014 et nous sommes régulés par la FINMA, ce qui est très important pour l'image et la sécurité de nos clients. On a ouvert un bureau récemment à Zurich, enfin ça fait maintenant un peu plus d'un an, donc nous avons cette présence complète sur le territoire helvétique. IG Bank, cela vous permet de trader au travers de 16 000 valeurs disponibles. Nous avons également plusieurs types de plateformes de trading, telles MT4 ou Pro Real Time. Évidemment, à côté de notre propre produit, notre propre plateforme de trading, ce qui vous permet d'avoir le choix et d'être assez flexible. Enfin, nous sommes considérés aujourd'hui comme le numéro 1 de trading sur les CFD, puisqu'on a vraiment basé notre offre sur ces produits-là, et vous aurez donc des performances sur la cotation et sur les types de produits que vous ne retrouverez pas ailleurs. Un service multilingue. Je vous rappelle qu'en Suisse, nous offrons nos services dans 4 langues différentes, mais également dans toutes les autres langues des pays dans lesquels nous sommes implantés. Et avec IG Bank, vous bénéficiez de l'excellence d'une banque suisse. On a mis également le point à offrir à nos clients une possibilité de se former à travers l'IG Academy, qui est une plateforme éducative et qui permettra à tout client de se former, de continuer à se former grâce à des webinaires live, grâce à des leçons interactives qui vous permettra, que vous soyez débutant ou plus avancé, de continuer votre formation et votre expertise au niveau du trading et ses différentes composantes, que ce soit analyse technique, analyse fondamentale, plateforme de trading et j'en passe. Voilà pour cette petite présentation. Je vais passer maintenant le micro à Valentin sans plus tarder. Je vous rappelle donc de bien vouloir rester jusqu'à la fin de la présentation pour poser vos questions et également répondre, si vous le voulez bien, à notre petite enquête de satisfaction qui nous permettra toujours, je vous le rappelle, d'améliorer le contenu, mais également les thématiques que vous souhaitez aborder et la manière dont nous les abordons. Merci encore à toutes et à tous d'être ici présents ce soir. Valentin, à toi la parole. Alors bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Valentin Offrand avec vous, analyste des marchés. Alors je vais partager mon écran, voilà un petit instant. Voilà, normalement vous devriez voir mon écran. Si vous pouvez me confirmer que l'image et le son fonctionnent bien, ça serait parfait. Alors, comme vous le savez aujourd'hui, je vais vous présenter une façon d'utiliser, enfin plusieurs façons d'utiliser les matières premières pour avoir des signaux pour trader les différents marchés, que ce soit des indices, que ce soit le marché d'échange ou même le marché obligataire. Voilà, les matières premières donnent des signaux assez intéressants. Donc, ça va être le but de cette présentation. Alors, cette présentation va être décomposée en 4 parties. Tout d'abord, nous allons voir quelles sont les principales matières premières négociables sur les marchés financiers. Dans un second temps, nous verrons ce que nous disent les matières premières sur les marchés, parce que voilà, ils nous donnent des informations assez importantes. 2 ratios indispensables à connaître. Et enfin,
toutes les corrélations qui me semblent, pour moi en tout cas, importantes et qui permettent de donner des signaux intéressants sur les autres marchés financiers. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si elles sont en rapport direct avec la thématique, je répondrai pendant le webinaire. Et si c'est plutôt d'ordre général, j'y répondrai à la fin. Alors, bonsoir à vous, Rémi. Bonsoir, Eric. J'espère que vous allez bien. Alexandre, bonsoir. Celso, de même. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelles sont les principales matières premières négociables sur les marchés financiers? Eh bien, comme vous pouvez vous en douter, presque toutes les matières premières sont négociables. Alors, les plus connues sont le pétrole, l'or, le cuivre, le blé, le coton, mais il y a également le cacao, le gaz naturel, le nickel. Bref, il y a un tas de matières premières. Vous savez, les matières premières, trader les matières premières, ça a été créé tout d'abord via des contrats futurs afin de protéger les producteurs agricoles de certaines variations du prix qui pourraient être dues en raison de la météo. Mais maintenant, voilà, ça a été dérivé au fur et à mesure des décennies pour inclure les matériaux énergétiques, les métaux et bien d'autres. On a même également de l'élevage. Voilà, on a même du porc, etc., qui peuvent être tradés sur les marchés financiers. Donc, il y a trois grandes catégories, c'est l'énergie, les métaux, l'agriculture et l'élevage. Dans ce webinaire, nous allons nous concentrer sur l'agriculture, les métaux et l'énergie. On ne va pas parler de l'élevage, puisqu'il est assez minime et très, très spécifique. Comme vous le savez probablement, le pétrole et l'or sont les matières premières les plus échangées. Sont les matières premières les plus échangées, nous allons voir ça dans un petit instant. Donc, dans ces trois grandes catégories, c'est important de les connaître parce qu'en fait, ces trois catégories réagissent de façon différente. Donc, on a l'énergie qui inclut tout ce qui est pétrole, gaz naturel, c'est les principales matières premières, mais il y en a d'autres. Ici, je n'ai cité que vraiment ceux qui sont les plus échangés sur les marchés financiers. Dans les métaux, on a l'or, nous avons l'argent, nous avons le palladium, le cuivre, le platine. J'aurais pu également citer le nickel, le fer, bref, un tas d'autres matières premières. Concernant l'agriculture et l'élevage, nous avons le blé, le soja, le maïs, le coton et le cacao. Le blé est de loin le produit, la matière première, la plus échangée sur les marchés. Et sachez que les contrats futurs sur les matières premières et en particulier sur l'agriculture sont toujours utilisés par les agriculteurs, par exemple pour se couvrir des fluctuations du prix. Voilà, donc c'est encore aujourd'hui utilisé, ce n'est pas qu'à but spéculatif ces marchés financiers. Voilà, c'est très important à le savoir. Alors pour avoir un ordre d'idée un petit peu des volumes, la taille de ces marchés, j'ai pris à droite une capture d'écran du site CME Group, qui est la principale plateforme d'échange des matières premières. Vous constatez que le volume moyen est le plus important sur l'énergie. Vous voyez que c'est à peu près 112 milliards par jour qui est échangé sur CME Group sur les contrats énergétiques, donc qui inclut le pétrole, qui inclut le gaz, l'essence, etc. En seconde position, nous avons les métaux qui représentent à peu près 76 milliards. Alors attention, là c'est que sur CME Group. Il y a d'autres plateformes qui listent des matières premières. Je pense également à LMI, la bourse londonienne. Donc il y en a d'autres, mais on va dire que CME c'est la plus grande. Donc ça permet simplement d'avoir un ordre d'idée de quelle classe de matériaux, de matières premières, est la plus échangée. Voilà. Et enfin, nous avons l'agriculture. L'agriculture, c'est à peu près 40 milliards. Donc vous voyez qu'il y a des volumes, mais c'est beaucoup plus faible que ceux de l'énergie. Alors, que nous disent les matières premières sur les marchés? Alors, tout d'abord, vous le savez, toutes les matières premières et tous les marchés répondent à deux facteurs, l'offre et la demande. Cependant, la particularité des matières premières, c'est qu'elles sont influencées globalement sur une échelle mondiale. Alors que, par exemple, l'action d'Apple va surtout être influencée par les fondamentaux de la société ou du secteur, ce n'est pas le cas des matières premières qui vont être influencées
que ce soit par la croissance chinoise ou par la croissance mondiale ou par l'offre saoudienne. Vous voyez, il y a beaucoup plus de facteurs qui influencent les matières premières, ou en tout cas, c'est beaucoup plus globalisé, international, que eh bien, des devises ou des actions. Voilà, vraiment les matières premières, puisque c'est utilisé dans tous les pays, eh bien, tous les pays vont avoir une certaine influence. Alors, bien évidemment, après, ça dépend de la taille du pays dans l'économie mondiale, mais globalement, tous les pays ont une certaine influence sur les matières premières. Après, il y a quand même 3 facteurs que nous pouvons retenir, ou en tout cas un facteur qui influence particulièrement une classe de matières premières. Par exemple, l'agriculture est fortement influencée par la météo. Si, eh bien, il y a une sécheresse, ou à l'inverse, s'il y a un hiver très rude, eh bien, les prix de l'agriculture vont probablement augmenter, puisqu'il y aura moins, la production va être affectée, et donc il y aura moins d'offres. Pour les métaux, ça va beaucoup dépendre de la croissance mondiale. Je fais surtout référence aux métaux industriels, que nous allons voir ça dans un petit instant. Mais si la croissance mondiale accélère, eh bien, le secteur manufacturier va demander plus de métaux. Donc, les prix des métaux vont avoir tendance à augmenter. Bien évidemment, il y a également l'offre. Il y a également l'offre qui a une certaine influence. Mais on va dire que la demande des métaux, eh bien, est beaucoup plus élastique que l'offre. L'offre, elle varie chaque année, chaque mois même, mais elle est beaucoup moins volatile que la demande. Par contre, c'est un peu l'inverse pour le pétrole. Le pétrole il est surtout influencé par la production mondiale et donc par l'offre. Vous savez qu'il y a un trio dans le monde qui produit pétrole, c'est la Russie, les États-Unis, l'Arabie Saoudite. Alors, le premier producteur mondial est de loin les États-Unis, mais le premier exportateur mondial reste l'Arabie Saoudite. Voilà, donc 3 pays qui influencent globalement l'essentiel du prix du pétrole, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie. Alors, les autres pays de l'OPEP vont avoir une certaine influence, mais qui sera beaucoup moindre. Après, ça ne veut pas dire que la demande n'influence pas les prix. Évidemment que c'est l'offre et la demande qui influencent. Mais la demande de pétrole, elle n'est pas très élastique, elle progresse chaque année, puisque le pétrole reste encore aujourd'hui la source d'énergie première dans notre monde actuel. Il me semble que la demande est de 90 ou 100 millions de barils par jour, entre 90 et 100, voilà, et ça augmente d'environ 1 ou 2 millions par an. Alors que l'offre, on l'a vu ces récentes années, l'OPEP peut décider, au bout d'une réunion, de geler sa production de 2 millions de barils, vous voyez, juste en une réunion. Ensuite, les États-Unis ont doublé leur production de pétrole en l'espace de 2 ans. Ils sont dorénavant à 16 millions de barils par jour, à peu près. Alors qu'ils étaient, je me rappelle, il y a 2 ans, environ à 8-9. Donc, vous voyez que l'offre, elle est beaucoup plus volatile que la demande. Donc, c'est surtout la production mondiale et l'offre qui va influencer le pétrole, ce qui est l'inverse des métaux. Les métaux, c'est surtout la demande mondiale. Donc, ça, c'est la première chose à retenir. Donc, voilà, c'est ce que j'expliquais un petit peu dans cette précédente slide. Alors, nous allons nous concentrer sur les métaux, puisque les métaux sont extrêmement intéressants et on peut classifier les métaux en 2 catégories très distinctes. Il y a les métaux qui s'apprécient lorsque l'économie se porte bien. Ça va être surtout le cuivre, ça va être le nickel. Bon, là, j'ai mis le pétrole, c'est pas un métal, mais voilà, le cuivre, le pétrole vont être des actifs qui vont s'apprécier, vont avoir tendance en tout cas à s'apprécier lorsque la croissance mondiale va accélérer ou lorsque les opérateurs de marché auront des meilleures perspectives sur la croissance mondiale. C'est important de garder à l'esprit que les marchés sont toujours dans l'anticipation. Voilà. Donc, lorsque les métaux montent, c'est parce que les opérateurs de marché anticipent une accélération de la croissance mondiale. À l'inverse, lorsque le marché est plutôt en panique, eh bien on le sait, c'est l'or et l'argent qui vont avoir tendance à s'apprécier. Voilà, donc les métaux précieux sont très prisés en période d'aversion au risque. Et à l'inverse, les métaux industriels
sont très demandés lorsque les économies émergentes et l'économie mondiale eh bien, se portent bien et que les perspectives sont meilleures. Voilà, donc parmi ces deux classes de métaux industriels, on peut retenir deux benchmarks, c'est-à-dire une matière première qui va être le benchmark pour la catégorie. Pour les métaux précieux, ça va être l'or, voilà, sans débat, c'est l'or. L'or, c'est le métal précieux, c'est celui que tout le monde surveille, c'est celui que tout le monde achète lorsqu'il y a de la panique. L'argent est extrêmement corrélé à l'or. On peut même dire que l'argent voilà, réagit de façon totalement identique à l'or, sauf que l'argent est plus volatile. Voilà. Le palladium, vous pouvez le constater, je l'ai mis dans les deux catégories parce que le palladium a la particularité d'être non seulement un métal précieux, mais également un métal industriel. Alors vous pouvez, certains peut-être qui pensent pourquoi ne pas acheter le palladium dans ce cas, puisque dans tous les contextes en théorie il devrait monter. C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, vous pouvez essayer. Après, le problème du palladium, c'est qu'il est monté très très haut. Il me semble qu'il est un peu moins de 2000 $ maintenant. Il y a 2 ans, il était à peine à 1000, donc il a doublé, ce qui est énorme. Voilà, donc je ne connais pas suffisamment le marché du palladium. Il faudrait être expert de ce marché pour savoir si le prix actuel du palladium est cohérent. Pourquoi le palladium est monté? Je fais une rapide analyse. Parce que en fait, le palladium est de plus en plus utilisé dans l'industrie automobile, notamment dans les batteries, puisqu'il y a voilà, une régulation qui se durcit contre les émissions de CO2 et notamment l'émergence des voitures électriques, eh bien la demande en palladium est amenée à fortement augmenter. Donc c'est pour ça que les prix se sont envolés, c'est surtout à cause de cette potentielle hausse de la demande de palladium par l'industrie automobile. Ceci étant dit, le benchmark des métaux industriels n'est pas le palladium, c'est le cuivre. Le cuivre est un métal utilisé dans presque toutes les industries. Déjà dans l'industrie manufacturière, ensuite dans tout ce qui est électronique, tout ce qui est voilà, circuit électronique, vous avez du cuivre dedans. Ensuite, vous avez dans tout ce qui est transport d'énergie, c'est via le cuivre. Voilà, donc télécom, bon, maintenant c'est de la fibre optique, mais il y a quand même encore beaucoup de cuivre. Donc voilà, le cuivre est extrêmement utilisé dans le développement, dans la fabrication de produits électroniques, essentiellement. C'est à peu près 70 ou 80% de la demande de cuivre qui est utilisée pour des objets électroniques, donc que ce soit voilà, des ordinateurs ou voilà, que ce soit des câbles. Donc c'est vraiment très demandé ce métal et dans presque toutes les industries. Alors, le plus important ici, c'est ce que nous dit les marchés, c'est quand les métaux précieux montent et que les métaux industriels baissent, eh bien, nous pouvons déduire que les opérateurs de marché sont en aversion au risque. À l'inverse, lorsque les métaux précieux baissent, comme par exemple l'or ou l'argent, et que dans le même temps, nous avons les métaux industriels qui montent, ça va être un signal d'appétit au risque. Donc, ça va être positif pour les actifs risqués. Ça ne va pas être forcément haussier pour les actifs risqués, mais il y a des chances plus importantes que ces actifs risqués surperforment les actifs refuges. Donc, il y a 2 ratios pour cela que nous allons surveiller. C'est le ratio cuivre-or et le ratio pétrole-or. Le cuivre-or est pour ma part le plus intéressant parce qu'il est le plus corrélé, et l'inconvénient du pétrole, c'est que, comme je vous l'ai dit, le pétrole est globalement influencé par l'offre, et l'offre est surtout faite de 3 pays, les États-Unis, la Russie et l'Arabie Saoudite. Donc, un seul pays, demain, l'Arabie Saoudite peut très bien faire basculer le pétrole de 3, 4, 5%. On l'a vu même avec l'attaque de drone il y a de cela 1 ou 2 mois.
voilà, le pétrole, il avait bondi. Le cuivre, ça va être beaucoup plus compliqué de le manipuler. Donc, le cuivre, le ratio cuivre-or va être, pour ma part en tout cas, c'est mon opinion, un bien meilleur baromètre d'appétit, d'aversion au risque. Donc la logique, c'est que lorsque le ratio cuivre-or baisse, c'est un signe que les investisseurs sont en aversion au risque. Donc ce qui va être intéressant, c'est de regarder la performance au jour le jour, enfin pas la performance, mais je veux dire la direction au jour le jour, parce que le ratio bondisse de 0,5 ou 0,6%, ça n'a pas grand intérêt à savoir. Mais par contre, la tendance, savoir si le ratio cuivre-or est en hausse sur une semaine, c'est bon signe pour les actifs risqués, comme les indices par exemple, comme les indices boursiers. Voilà. Donc, première corrélation qui est assez intéressante, c'est le ratio cuivre-or, qui est en noir sous graphique, avec le rendement du 10 ans US. Donc, elle est assez flagrante, cette corrélation. Pourquoi on a les deux qui réagissent de la même façon? Bien, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, ratio cuivre-or est en hausse lorsqu'on a de l'appétit pour le risque. Or, lorsqu'on a de l'appétit pour le risque, les investisseurs, ils vendent les obligations et ils achètent des actions. Donc, s'ils vendent des obligations, on a le rendement du 10 ans US qui va monter. On a également le fait qu'il y a différentes justifications. Si le cuivre monte, il y aura de l'inflation, puisque forcément, l'industrie manufacturière va acheter leurs matériaux bien plus cher. Donc, le prix de vente devrait être plus cher. Et donc, si c'est plus cher, si on a de l'inflation, les banques centrales, dont la Fed, va peut-être, ça va pousser la banque centrale à éventuellement remonter ses taux d'intérêt. Et si les taux d'intérêt remontent, on a une baisse du marché obligataire. Voilà. Donc, ratio cuivre-or, si ça monte, c'est positif pour le 10 ans US. À l'inverse, si ça baisse, donc si on a de l'aversion au risque, forcément, les investisseurs achètent de l'or, donc ils ont des fortes chances d'acheter également des obligations. Donc, le 10 ans va baisser. Alors, je vois qu'il y a des questions. Ah non, pas de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Deuxième ratio, donc comme je vous l'ai dit, le ratio Brent-Or et le rendement du 10 ans US. Donc il y a également une corrélation, mais que je trouve un peu moins bonne. Voilà, elle est moins corrélée. Je remarque par exemple ici qu'on a eu une petite divergence, ce qui n'était pas le cas avec le cuivre, vous voyez, lorsque l'on compare les deux. Donc le ratio Brent-Or est un second baromètre. Il ne faut pas l'exclure. Il permet de confirmer ou infirmer les signaux du cuivre-or. Mais par exemple, si on a un ratio cuivre-or qui est en baisse et le ratio Brent-Or qui est également en baisse, c'est clairement qu'il y a de l'aversion au risque. Voilà. Et regardez par exemple ces deux ratios depuis mi-2018, en fait c'est même depuis septembre 2018, mais ils sont en baisse. Donc ces deux ratios nous indiquent que nous n'avons pas de l'appétit, enfin nous n'avons pas une extrême complaisance des opérateurs de marché actuellement. Malgré le fait qu'on a des nouveaux records sur les indices, il n'y a pas d'euphorie. Parce que s'il y avait de l'euphorie, tous les actifs risqués seraient en hausse. Or, ce n'est pas le cas. On voit que ce ratio, il est toujours en baisse. Alors, on a un petit rebond depuis 1 ou 2 mois, mais voilà, la tendance, elle reste pour le moment baissière. Donc, deux choses à savoir, la valeur absolue du ratio ne sert absolument à rien. Donc, l'échelle ici n'a aucun intérêt à être surveillée. Par exemple, ce ratio, donc un baril de Brent vaut 0,04 onces d'or. Donc la valeur ne sert à rien. Le plus important, c'est la tendance. La tendance du ratio est l'indication la plus importante. Valentin, je me permets juste de t'interrompre, juste 30 secondes oui. Pour te demander si tu peux juste dire quelques mots sur le pétrole. On a une question à ce sujet, si tu arrives à placer. Je vois que ça arrive, donc je te laisse continuer. Très bien. Alors, un petit mot sur le pétrole. Le pétrole. Alors, je peux faire une analyse rapide.
Alors, je vais sortir mon graphique, si vous me permettez. Voilà, alors, le pétrole, je vous fais voir un petit peu à quoi ressemble le pétrole actuellement. Donc le pétrole, vous voyez, il fait absolument rien. Nous sommes dans un pseudo-triangle, plutôt vers le bas de ce triangle, donc éventuellement une sortie par le bas. Mais moi, ce que je remarque davantage, c'est que nous sommes dans un range. Donc, voilà. Normalement, la cassure dans un triangle se fait au maximum à 75% de distance entre le début du triangle et l'apex. L'apex, c'est le croisement. Donc là, on peut voir qu'on est bien plus que 3/4 de ce triangle. On est à près de 100%, on est proche de l'apex. Donc en général, plus on est proche de l'apex, moins il y a de chances que la cassure soit source de volatilité. Voilà. Donc pour ceux qui veulent une illustration claire, il faut utiliser les ratios de Fibonacci latérales. Donc le début du triangle, l'apex qui est ici, et ensuite donc, les ratios 0,75. Donc vous voyez, nous avons dépassé cette zone. Donc une fois que c'est dépassé, il y a plus de chances que la cassure, que la sortie du triangle se transforme en range, plutôt qu'en un signal bearish on sort par le bas ou bullish on sort par le haut. Donc moi je suis neutre sur le pétrole actuellement. L'analyse technique en tout cas nous indique aucune tendance, moyenne mobile 200 périodes ou 50 périodes qui sont flat, voilà, qui sont à plat. Donc il n'y a absolument aucune tendance sur le Brent, le RSI à 50. Je vois pas ce qu'il y a à faire pour le moment. Voilà. Donc pardon, j'étais sur l'unité de temps hebdomadaire, donc c'était la moyenne mobile à 200 semaines et la moyenne mobile à 50 semaines. Mais même la moyenne mobile à 200 jours et 50 jours, vous pouvez constater, elles sont toutes les deux flat. Donc il n'y a absolument aucune tendance. Moi, j'anticipe plutôt voilà, un range. Si on sort par le haut, bon, bah, ce sera un signal haussier jusqu'à $76, le Brent. Si on sort par le bas, alors ça sera un signal jusqu'à 50. 50, c'est le prochain seuil psychologique. Voilà, donc pour cet aparté, je vais revenir sur le PowerPoint. Voilà, donc lorsque le ratio cuivre-or baisse, les investisseurs achètent ou vont très probablement privilégier les obligations. Voilà. Et à l'inverse, ils vont plutôt avoir tendance à vendre les actions. Parce que vous savez que les actions en général sont corrélées négativement aux obligations. Ce n'est pas forcément vrai ces dernières années, puisque nous avons les banques centrales qui ont acheté massivement des obligations. Mais bah, sur du très long terme, si on prend une durée de 50 ans, les obligations ont tendance à être corrélées négativement avec les actions. Donc, qui dit hausse des actions, dit baisse des obligations et vice-versa. Alors, troisième corrélation intéressante, c'est le ratio entre le cuivre-or et le ratio entre, bien ce que je vous disais, les actions. Donc là, j'ai pris le S&P 500 face aux obligations. Donc, deux ratios qui sont comparés, cuivre-or et actions-obligations. Vous pouvez voir qu'il y a une certaine corrélation. Encore une fois, ce n'est pas la valeur, l'échelle qui est intéressante, ce n'est pas la valeur absolue de ce ratio qui est important, c'est la tendance. On voit ici que nous avons une baisse du ratio cuivre-or depuis mi-2018. Ça s'est fait un petit peu plus tard sur ce ratio-là, mais il est également en baisse. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est une analyse technique. On a une oblique baissière qui a été dépassée la semaine dernière. Donc, on a eu une cassure de cette oblique baissière la semaine dernière. Signal positif pour les actions. La dernière fois qu'on a eu un signal à peu près similaire, c'était en 2016. Rappelez-vous, le S&P consolidé et ce ratio-là était en baisse. On pouvait tracer une oblique et à la suite de l'élection de Donald Trump, de façon inattendue, le marché action a bondi. On a eu la cassure de la trendline baissière ici, que vous pouvez très bien imaginer, et donc un signal positif. Ce n'était pas un signal, il ne faut pas s'en tenir qu'à un ratio pour passer à l'achat
sur un marché, mais c'est un signal, c'est un indice, un indicateur, si vous voulez. Mais on ne peut pas s'en tenir qu'un seul signal pour trader un marché. Voilà. Ça va juste être un signal supplémentaire qui va pouvoir vous conforter ou non dans votre analyse. Donc, on a eu le breakout de ce ratio action-obligation la semaine dernière, mais ce n'est pas le cas du ratio cuivre-or, qui certes rebondit depuis 1 ou 2 mois, mais voilà, on n'a pas de cassure majeure. Donc, le marché des matières premières est un petit peu plus prudent que ce ratio entre le S&P et les obligations. Donc là, vous pouvez voir, ça c'est sur 5 ans. Vous pouvez voir que là, on a bien cassé la trendline baissière. On a tracé la trendline que vous pouvez imaginer ici. Mais par contre, le ratio cuivre-or, bon, on a une oblique haussière. Nous avons même un triangle qui est plutôt ascendant. Normalement, c'est une figure de continuation, ce n'est pas une figure de retournement. Ça peut avoir lieu en fin de tendance. Donc là, tendance baissière, triangle ascendant, sorti par le haut, c'est plutôt positif. Maintenant, la tendance de fond, elle reste baissière. Donc, il faudra attendre davantage de confirmation. Je pense notamment à la moyenne mobile à 200 jours. Si elle est dépassée, donc là, elle n'est pas affichée ici, mais si la moyenne mobile à 200 jours de ce ratio cuivre-or est dépassée, ça sera un signal encore plus positif pour les actifs risqués, ou tout ce qui va être actions et d'autres devises que nous allons voir très prochainement. Et ça va être en défaveur des actifs refuges. Donc ça va être en défaveur de l'or, ça va être en défaveur des obligations et d'autres devises refuges. Donc, lorsque le ratio cuivre-or rebondit, c'est signe d'appétit pour le risque. Les investisseurs devront donc privilégier les actions, ou en tout cas les actifs risqués. À l'inverse, lorsque ce ratio il baisse, c'est signe d'aversion au risque, et donc les investisseurs devront privilégier les obligations, ou du moins les actifs refuges. Les signaux issus de l'analyse technique de ces ratios-là sont des éléments secondaires à une analyse technique des marchés négociés. C'est-à-dire que si vous avez un signal positif sur l'un des ratios, n'achetez pas directement le S&P 500. Faites l'analyse du S&P 500 ou d'un autre marché, mais voilà, faites l'analyse du marché sur lequel vous tradez par la suite. Mais ces ratios-là sont simplement des baromètres. Ça va nous donner un ordre d'idée de, eh bien, l'état psychologique des opérateurs de marché. Est-ce que les opérateurs de marché sont plutôt en aversion au risque ou est-ce qu'ils sont plutôt en appétit au risque? Donc voilà un exemple. Un breakout haussier du ratio cuivre-or est un signal haussier pour le DAX, mais il ne doit pas être le signal sur lequel se baser pour trader. Il n'est qu'un indicateur qui confirme, avertit ou infirme, dans le pire des cas, les signaux du marché sur lequel nous négocions. Donc les autres principales corrélations à connaître, le cuivre avec les marchés émergents. Donc pour ceux qui connaissent le MSCI Emerging Market, vous voyez que c'est assez flagrant que le cuivre est un baromètre des actions émergentes, en particulier la Chine. Mais on voit que tout l'indice, donc cet indice MSCI Emerging Market, c'est à peu près, il me semble, 30 ou 40% des actions chinoises. Il y a Hong Kong, il y a l'Inde, il y a le Brésil. Voilà, il y a beaucoup de pays, il y a des BRICS. Donc voilà, il y a beaucoup de pays émergents. Voilà, la majeure partie de ces actions sont asiatiques. Donc on voit, il n'y a pas de hasard que cette corrélation est importante. Ceux qui produisent aujourd'hui les produits manufacturés, en tout cas la plupart des produits manufacturés, eh bien, sont en Asie. Donc c'est pour ça que le MSCI Emerging Market est fortement corrélé au cuivre. Donc si on a demain une hausse du cuivre, mais qu'on a un retard du MSCI Emerging Market, eh bien, ce sera un signal positif pour les actions, tout simplement. Pareil, corrélation entre le cuivre et la USD, donc le dollar australien face au dollar. Cette corrélation s'explique par le fait que l'Australie est l'un des plus importants pays exportateurs de cuivre, notamment vers la Chine. Donc voilà, finalement, le principal exportateur de cuivre vers la Chine, c'est l'Australie. Il me semble que c'est le numéro 1 même. Et donc forcément, si la Chine produit plus, eh bien, elle va demander plus de cuivre à l'Australie.
l'économie australienne va du coup mieux se porter, ou en tout cas va avoir tendance à mieux se porter, ce qui est positif pour l'économie australienne et positif pour le dollar australien. Donc voilà, hausse du cuivre, c'est hausse de la demande du cuivre, donc ça veut dire hausse des marchés émergents et hausse de l'AUD-USD. Je continue sur le cuivre avec le TSAR. TSAR USD, c'est le rand sud-africain. Pareil, même logique que l'Australie. L'Afrique du Sud est un des principaux pays qui exportent des métaux industriels, pas que du cuivre, hein, mais voilà, beaucoup de cuivre. Donc forcément, le cuivre a un impact sur la monnaie du rand sud-africain. Et enfin, j'ai regardé un petit peu la corrélation entre le ratio cuivre-or et l'euro CHF, parce que je me suis dit que l'euro, c'est plutôt une devise qui est considérée comme risquée. C'est pas une devise émergente, mais c'est considéré comme une devise risquée. Ce qui fait que c'est une devise risquée, c'est plutôt en fait le fait que l'euro est la principale contrepartie du dollar. C'est-à-dire que quand le dollar il est acheté, on sait que c'est une devise refuge. Donc quand le dollar il est vendu, c'est l'euro qui va avoir le plus tendance à s'apprécier. À l'inverse, lorsque le dollar va s'apprécier, c'est l'euro qui va avoir le plus tendance à sous-performer. Donc en fait, l'euro est essentiellement corrélé d'une certaine manière au cuivre et l'or au franc. C'est un peu la même logique. Le franc, c'est la devise refuge, on le sait, le franc suisse, c'est une devise refuge. L'euro, c'est une devise légèrement risquée, mais ce ratio-là, on a quoi? On a un actif risqué ici, le cuivre, et un actif refuge, l'or. Donc forcément, on a une corrélation. Donc voilà, la logique, elle est très simple ici. On a un actif risqué qui est l'or, un actif refuge, un actif risqué qui est le cuivre, et un actif refuge qui est l'or. Donc, vous pouvez ensuite deviner la corrélation avec n'importe quelle paire de devises. Par exemple, là, j'ai mis l'euro CHF, mais si on met l'AUD CHF, ça va être extrêmement corrélé. D'ailleurs, faisons un exemple. Alors, nous allons mettre le ratio cuivre-or devant nous. Alors, je vais enlever tout tracé. Et nous allons afficher l'AUD CHF, donc dollar australien face au franc suisse. On va prendre un petit peu de hauteur. Bon, la corrélation est loin d'être parfaite, mais on voit quand même qu'il y a tendance haussière sur le ratio cuivre-or, tendance haussière sur l'AUD USD. Les deux bottoms, ils font leur plus bas au même moment. On a un rebond au même moment. Donc, vous voyez, on a une tendance qui est globalement assez similaire. C'est pas corrélé au jour le jour, hein, comme on peut le voir sur l'unité de temps journalière, quoique récemment, ça a été quand même beaucoup le cas. Mais je suis persuadé qu'on peut trouver des moments où on a une divergence. Lorsqu'on a une divergence, je pense qu'il faut plutôt privilégier le ratio des matières premières. Voilà. Alors, comment des divergences peuvent se créer? Bien, tout simplement parce que, on a les banques centrales, il ne faut pas les oublier, les banques centrales, la RBA ou la BNS, donc la Banque centrale d'Australie ou la Banque centrale suisse, vont avoir un impact sur leur propre devise. Donc, on peut avoir des moments de divergence causés par les banques centrales. Bon, donc ça, c'était une petite aparté. Et vous voyez un petit peu la logique. Dès que vous avez catégorisé vos actifs, soit en actifs refuge, soit en actifs risqués, vous pouvez deviner qu'il y a une certaine corrélation avec le ratio cuivre-or. Alors, pétrole, CAD USD. Donc, cette corrélation est assez connue. Hein. Nous savons tous, hein, le Canada est un producteur de pétrole. C'est pas un exportateur majeur, mais le Canada exporte quand même, il me semble, 3 ou 4 millions de barils par jour, il me semble. Donc voilà, ça reste un producteur entre guillemets moyen, c'est pas un des majeurs, mais l'industrie
pétrolière au Canada a une part dans le PIB qui est quand même voilà, qui n'est pas négligeable. Donc forcément, le cours du pétrole va avoir une incidence sur le PIB canadien. Si ça a une influence sur le PIB canadien, eh bien ça va avoir une influence sur la politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Et donc forcément le dollar canadien. Donc là, c'est le cas de l'USD, c'est ni plus ni moins que l'inverse de l'USD CAD. Donc c'était juste pour savoir qu'il y a une corrélation. Donc en fait, dès que le pétrole va baisser, eh bien ça va être positif pour l'USD CAD. À l'inverse, lorsque le pétrole va monter, ça va être négatif pour l'USD CAD et donc positif pour le CAD USD. Et devant vous, vous avez donc le ratio cuivre-or, le ratio pétrole-or avec le rendement du 10 ans. Comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, le marché obligataire, c'est un marché qui s'apprécie lorsqu'on a de l'aversion au risque. En tout cas, il a davantage à surperformer lorsqu'il y a de l'aversion au risque. Et pareil, hein, ce ratio cuivre-or, eh bien, lorsqu'on a de l'aversion, il baisse. Le ratio pétrole-or, il baisse. Et les rendements baissent. Parce que si le marché obligataire il est acheté, les taux baissent. Voilà, donc ces deux ratios, cuivre-or, pétrole-or, sont des excellents baromètres avec le 10 ans US pour savoir si le marché est plutôt en appétit au risque ou plutôt en aversion. Là, on le voit. Qu'est-ce que nous avons depuis, précisément ici, c'est fin août 2019. Le point bas du ratio, alors en marron, c'est cuivre-or. Le point bas du 10 ans US et voilà, le point bas également du ratio pétrole-or. Donc, peut-être que finalement, le point de pessimisme extrême des opérateurs de marché a été fait fin août. Et que dorénavant, si on a un rebond de ces ratios, c'est positif, très positif pour les marchés émergents. On l'a vu, hein, la corrélation entre le cuivre et le MSCI Emerging Market. Donc, c'est très positif pour les actions. Ça va être très positif pour la USD et pour le TSAR, donc voilà, TSAR USD. Et positif également pour l'euro franc, même si la corrélation est un peu plus faible, un peu plus fragile que la corrélation avec la USD, mais voilà, ce sera également possible pour l'euro franc. Donc, quand on a une baisse de ces trois baromètres, de ratio et le 10 ans US, dès qu'on a la baisse de ces trois baromètres, oui, ça va être de l'aversion au risque. Donc, il va falloir privilégier les obligations ou du moins les actifs refuges comme l'or. À l'inverse, lorsqu'on a une montée, eh bien, ça va être positif pour les actifs risqués, donc privilégier les actions. Là, vous pouvez voir hein, le point bas ici, c'était fait quand? C'était fait voilà, troisième trimestre 2016. Troisième trimestre 2016, c'était le point bas de la consolidation du S&P 500, enfin même de tous les autres indices boursiers, avant un rallye de 20-30% des principaux indices. Donc voilà, donc là on est revenu sur ce même support, que ce soit le ratio cuivre-or, soit le 10 ans US. Donc voilà, le ratio Brent or il est un petit peu plus haut que son plus bas de 2016, mais voilà, on a quand même deux de ces baromètres qui sont sur des supports majeurs. Valentin, oui. je me permets juste t'interrompre et on nous demande une courte analyse or et franc suisse si jamais tu as quelque chose. Or et franc suisse, très bien. Bah, alors les deux, comme vous savez, ils sont globalement corrélés. Donc je vais revenir sur ce tableau du coup juste après. Alors, est-ce que c'est une analyse indépendante de l'or et du franc suisse ou une analyse de la corrélation entre les deux? Analyse de l'or et du franc suisse. Alors, donc le franc suisse, est-ce que vous parlez de l'euro franc, de l'USD franc? Alors, les deux. Très bien. Alors, je vais faire ça tout de suite. Donc l'USD CHF, personnellement, c'est pas une paire qui m'intéresse énormément parce que voilà, depuis un certain temps maintenant, elle fait que de consolider. Hein. Il suffit de regarder sur 5 années.
sur 5 années, l'USD franc n'a pas fait grand-chose. Donc, une stratégie, entre guillemets, simple, mais voilà, jamais rien de simple sur les marchés financiers. Mais voilà, on a une borne haute, on a une zone de résistance qui peut varier, mais voilà, on a un risque. Voilà, on a une zone détenue par les vendeurs, contrôlée par les vendeurs, pardon, et nous avons une zone ici qui est contrôlée plutôt par les acheteurs. Ça, c'est pour du moyen long terme. Maintenant, sur du plus court terme, on a la parité qui fait office de résistance. C'est assez compliqué le dollar franc parce que proche de cette résistance, le ratio risque-rendement est en faveur des vendeurs, parce que la parité, c'est une importante résistance, même si elle est parfois dépassée, on a quand même des échecs sur résistance. Vous voyez. Donc, il y a des stratégies intéressantes qui peuvent être mises en place lorsqu'on approche de la parité. Si par exemple, le cours est en dessous, vers ce niveau de prix, vous voyez, c'est la zone, une zone assez intéressante. Voilà, short. Donc, si le cours il est en dessous et s'approche de la résistance, ce qui est intéressant de faire, c'est de mettre un stop, pas à la parité, mais un petit peu au-dessus pour se garder une marge et visser un support. Alors, pas forcément le plus bas de l'année, mais dans un premier temps, au moins ce plus bas-là. Vous voyez, et vous avez un ratio risque-rendement, vous voyez, en prenant pas énormément de risques, assez intéressant. Et vice-versa, si demain, on a un breakout, donc vous faites stopper sur cette stratégie vendeuse, bien là, il va falloir faire l'inverse. En fait, la parité, ça va être un pivot. Ça va être un pivot. Donc, du coup, vous faites l'inverse. Donc, vous mettez un stop en dessous de la parité et vous allez chercher une résistance. Donc, ça peut être celle-ci, ça peut être une plus haute, voilà. Mais voilà, c'est un peu la logique sur l'USD franc. Il n'y a pas de grande tendance. Sur du long terme, c'est flat. Mais voilà. Dès qu'on s'approche de la parité, l'USD franc peut être assez intéressant. L'euro CHF. Alors, l'euro CHF, c'est assez compliqué en ce moment. Moi, mon opinion sur les marchés financiers, parce que c'est important de le savoir pour trader, pour mon opinion de l'euro franc, je suis plutôt en faveur d'une nouvelle vague haussière des indices. Voilà. Maintenant, après, j'attends davantage de confirmations, j'attends davantage de signaux. Ce que je constate, c'est que d'un point de vue macroéconomique, voilà, il semblerait que le ralentissement économique, le plus gros du ralentissement économique a été fait et que ça y est, ça va être, on va avoir une nouvelle croissance, en tout cas une nouvelle accélération. Et si c'est le cas, eh bien, comme vous vous en doutez, les métaux vont s'apprécier, donc ça va être positif pour les actifs risqués globalement. Et l'euro franc, on l'a vu, l'euro franc, dès qu'on a l'appétit au risque, il a tendance à être haussier. Donc voilà, moi sur du long terme, j'estime que l'euro franc a des perspectives plutôt haussières. Alors quand je dis du long terme, pardon, c'est plutôt d'ici 6 mois à 1 an. D'ici 6 mois à 1 an, je suis plutôt haussier. Et là, plus on arrive proche de ce plus bas de l'année à 1,08, eh bien, plus le ratio au scorement me semble intéressant. Même logique que le dollar franc, même si le dollar franc, voilà, c'est un pivot qui est là depuis très longtemps. 1,08, ce qui est possible de tenter, puisque voilà, c'est risqué d'acheter un support sans avoir de signaux fortement haussiers, mais c'est également lorsqu'on a le moins de signaux qu'on a la meilleure récompense. Gardez à l'esprit que plus nous avons quelque chose de acquis sur le marché, moins la prime de risque est importante. Voilà. Plus la tendance elle est sûre, et eh bien moins les perspectives sont haussières. Voilà. Dès que tout le monde est haussier, il n'y a plus personne pour acheter. Donc le prix ne peut plus monter. Voilà. Et donc plus vous allez attendre des signaux, et bien évidemment plus vous allez attendre que eh bien, le marché rebondisse. Donc vous laissez derrière vous un potentiel gain. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'il faut toujours avoir quand même des signaux pour justifier un ordre sur le marché. Mais voilà, il faut toujours faire un compromis entre, on ne peut pas être 100% sûr. Lorsqu'on est 100% sûr que le prix va monter, c'est souvent trop tard pour l'acheter. Et vice versa, hein. Dès que vous êtes 100% sûr que ça va baisser, c'est trop tard pour le vendre. Voilà, il y a toujours une prime de risque de toute façon. Plus c'est risqué, plus généralement il y a des perspectives qui sont intéressantes. Donc, je ne dis pas qu'il faut payer, qu'il faut prendre des risques voilà, insensés,
Mais sur ce support-là, vu qu'on a le ratio cuivre-or qui rebondit, le ratio pétrole-or qui rebondit et que le 10 ans US, le rendement du 10 ans US, il rebondit, je me dis que si on reteste ce support, ça pourrait être une opportunité. Maintenant, il faut toujours être couvert et avoir un stop. Donc voilà. Parce que les perspectives haussières, 6 mois, 1 an, on peut très bien viser minimum les 1,12. Et je dirais, si on a une nouvelle tendance haussière sur les indices, parce que là, on en a quelques plus hauts, ça fait 2-3 semaines qu'on a des nouveaux records à Wall Street, mais c'est pas un bull market, vous voyez. On est toujours, on va dire, en phase de consolidation. On y sort, mais on est toujours en phase de consolidation. Alors maintenant, est-ce que c'est un bull trap ou pas? Ça, c'est juste on va le voir avec le temps. Là, 3 semaines, c'est trop tôt pour dire que c'est un bull trap. Et c'est trop tôt pour être sûr que nous sommes dans une nouvelle tendance haussière. Mais encore une fois, plus on va attendre, moins la prime de risque sera intéressante. Bref, donc là, les perspectives haussières, c'est au moins du 1,13, voire du 1,15, vous voyez. Donc si vous payez les 1,08, il y a vraiment quelque chose à faire. Après, voilà, il faut faire sa propre analyse. Il faut avoir les signaux en adéquation avec sa stratégie. Voilà, il ne suffit pas d'acheter les 1,08 parce que c'est 1,08. Et donc là, Valentin, excuse-moi, est-ce que sur le WTI, tu as une tendance haussière, tu penses? alors, c'est comme le Brent. Donc, j'ai fait l'analyse du Brent il y a 10 minutes. C'est pareil. Hein. Brent du WTI, concrètement, sur du journalier, il y a peu de différence. Hein. Okay, donc, la seule différence sur WTI, c'est qu'il me semble qu'on est sorti du triangle que je vous ai montré. Le triangle, parce que je l'ai effacé, on a dû y sortir. Voilà, on est sorti par le haut. Mais vous voyez, on est sorti proche de l'apex. Et quand on sort proche de l'apex, comme je vous l'ai dit, il y a moins de chances de réussite. Et encore, ce triangle, il n'est pas très correct parce que normalement, vous voyez qu'on a un sommet, un creux, un sommet. Il a été retesté là, donc on devrait mettre l'oblique ici. Donc voilà, le triangle sur le WTI, il n'est pas très juste. Donc pour moi, voilà, pétrole, c'est consolidation. Tant que le WTI est entre 63 et 51 $, bon, c'est un range large, mais tant qu'on est dans cette zone, il n'y a pas de tendance de long terme. La tendance, elle est neutre. Il y a des choses à faire. Hein. En bas du range, voilà, ça se tente un achat jusqu'en haut. Et à l'inverse, lorsqu'on est en haut, ça se tente une vente jusqu'en bas. Mais voilà, sur du long terme, il n'y a pas de tendance pour le moment. Et donc, je rebondis sur la corrélation or avec l'euro-franc. Bah, comme je vous l'ai dit, donc l'euro CHF, c'est alors avec l'or tout seul, il me semble qu'il n'y a pas de corrélation très intéressante. Il doit en avoir une petite au moins. Mais rien de pertinent. Je pense que le plus pertinent, c'est vraiment le ratio euro-CHF avec, vous voyez, là il y a une corrélation positive, là une corrélation négative. Donc voilà, on ne peut pas dire que l'euro-franc est corrélé d'une quelconque façon à l'or. Par contre, si au lieu de comparer l'euro-franc à l'or, on compare au ratio cuivre-or, là, on a quelque chose d'un peu mieux. Vous voyez, c'est pas parfait. C'est pour ça que c'est une corrélation positive, mais qui n'est pas non plus exceptionnelle. C'est d'ailleurs dans mon résumé de mon PowerPoint. Donc, je vais vous faire voir. Voilà, donc dans ce tableau, j'essaie de récapituler les corrélations qui, moi, me semblent les plus pertinentes. Donc, forte corrélation entre les matières premières et les indices. Nous avons le cuivre avec le MSCI Emerging Market. Donc, ça, c'est une très, très forte corrélation, on l'a vu. J'en ai pas parlé, mais bien évidemment, l'or va impacter les actions du secteur minier. Et on a une corrélation existante, mais plus faible, entre le cuivre et le MSCI World. Donc, le MSCI World, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un indice qui regroupe la plupart des actions des économies développées. Donc, économie développée, c'est le stade au-dessus des économies émergentes. Donc, nous allons retrouver l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Océanie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Voilà. Donc là, ces actions-là vont être dans le MSCI World, alors que le MSCI Emerging Market, ça va être toutes les actions des pays émergents. Donc, Turquie, Russie, Chine, Inde, voilà, Brésil, il y en a un, Afrique du Sud, etc., etc. Donc le cuivre, enfin les actions des pays émergents sont beaucoup plus sensibles au cuivre que le sont les actions
des économies développées. Ensuite, corrélation entre matières premières et obligations. On l'a vu, ratio cuivre-or et ratio pétrole-or sont corrélés positivement au rendement du 10 ans US. Ça, c'est très important. Et enfin, corrélation entre matières premières et le devise, fortement positive entre le cuivre et l'USD, entre le cuivre et le TSR USD. Pourquoi? Bien parce que l'Australie et l'Afrique du Sud sont deux importants exportateurs de cuivre. Je pourrais également mettre le peso chilien, il me semble que c'est le peso, parce que le Chili est de loin le principal pays producteur de cuivre. Donc voilà, mais bon, je pense que personne ici traite le peso chilien, donc je ne l'ai pas mis. Et enfin, corrélation faible mais existante entre les matières premières et les devises. Nous avons le ratio cuivre-or avec l'euro franc, existante mais faible, l'or et le DXY, et enfin pétrole avec le dollar canadien. Voilà, donc si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à me les poser. Questions relatives à ce webinaire ou plus générales. Et si vous avez envie de poursuivre votre recherche sur ces ratios et en particulier le cuivre, dans le monde anglo-saxon, il s'appelle le Dr Cuivre, donc Dr Copper. C'est très connu, hein, ça existe depuis très longtemps. Hein, ce cuivre a été interprété par certains de grands traders comme vraiment un indicateur très fiable des marchés. Donc voilà. Après, bien évidemment, le Saint Graal n'existe pas sur le marché financier, donc le cuivre a également ses inconvénients. Le cuivre donne également des faux signaux, mais on ne peut pas ignorer les signaux du cuivre. Donc, pour ceux qui veulent continuer leur recherche, je vous invite à regarder ces deux liens qui sont assez intéressants. Alors c'est en anglais, anglaise, c'est en anglais, mais voilà, c'est relativement simple à lire. Alors je réponds à la question, 1 ou 2 minutes. Votre avis sur l'or moyen terme? Alors, tout de suite. L'or moyen terme. Alors, c'est très. Oh. L'or moyen terme. Alors, Alors, le scénario d'une correction majeure de l'or me semble peu probable. Je ne vais pas dire que c'est impossible, puisque tout est possible sur les marchés financiers. Mais pour ma part, ça me semble peu probable. Pourquoi? Parce que même si on a un bull market sur les indices, nous avons quand même le fait que les taux soient bas, voire même négatifs. Et donc, finalement, l'avantage qui était accordé aux obligations par rapport à l'or ne l'est plus. Parce qu'avant, les obligations versaient un rendement qui était garanti à condition qu'il n'y avait pas de défaut. Maintenant, vu que les rendements sont négatifs, quel est l'intérêt d'acheter plus les obligations, enfin de privilégier les obligations? En tout cas, cet intérêt est un petit peu remis en cause. Donc, un effondrement, enfin une chute de l'or me semble peu probable, parce que dans le fond, il est soutenu par les taux bas. Maintenant, un rallye haussier de l'or me semble possible uniquement si on a une récession américaine. Or, pour le moment, en tout cas, moi, d'un point de vue macroéconomique qui suit beaucoup la macro américaine, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui est sur la table pour le moment, pour ma part. On a certes une production industrielle qui est en récession, mais les ventes au détail, la consommation des Américains, qui représente 70% du PIB US, inscrit des nouveaux records. Le dernier nouveau record était en août. En septembre, c'était un petit peu en dessous, mais quand même, hausse des ventes au détail, plus 2,3% sur un rythme annuel. Donc voilà, vente au détail en hausse, marché de l'emploi qui continue à s'améliorer, les revenus des ménages qui sont en hausse, donc ça c'est bon signe également. Le marché immobilier, j'en parle pas, il est en hausse. Donc voilà, on a juste la production industrielle, on a une récession sur le secteur manufacturier dans le monde depuis quelques mois, depuis début 2019, fin 2018, surtout en Europe avec l'Allemagne et en Chine. Enfin, c'est pas une récession en Chine, mais c'est un net ralentissement. Mais à part cela, il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de contagion sur les services. Et comme je l'ai dit, le marché de l'emploi, le marché de l'immobilier se porte très bien. Donc, une récession à court terme aux États-Unis me semble peu probable. Donc, un rallye haussier de l'or me semble peu probable. Donc voilà, je suis plutôt neutre sur l'or. Sur du long terme, je pense qu'il y a une marge haussière. Il y a une tendance haussière à cause des taux négatifs. On peut s'attendre à un rebond. Maintenant, je pense qu'en faisant preuve de patience,
on peut s'attendre à une correction. Voilà, je ne dis pas que ce niveau de prix est un niveau de prix excellent à acheter sur l'or. Moi, ce que je constate sur l'or depuis quelques semaines, on a une épaule tête épaule, sortie par le bas. Finalement, on a un rebond. On a un range pendant un peu plus d'un mois. On y sort par le bas. Donc, vous voyez, signal baissier ici, signal baissier ici. Alors, on a quand même deux signaux baissiers. Deux signaux baissiers. Et si on prend simplement la théorie de dos, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, qui sont tous de plus en plus bas. Donc, tendance baissière depuis, depuis le mouvement de panique qu'on a eu sur tous les marchés fin août. Fin août, je rappelle, on a eu l'envolée, en août, on a eu l'envolée des matières, des actifs refuges, envolée de l'or, envolée du marché obligataire, l'euro-franc qui inscrit son plus bas annuel, l'euro-yen, on peut regarder également. Enfin, voilà, tous ces actifs refuges se sont fortement appréciés. Mais depuis, on a de l'appétit, on a un regain d'appétit au risque. On n'a pas une euphorie, on a un regain d'appétit au risque. Donc, voilà, moi je pense que l'or, il peut reculer. Clairement, il peut aller à 1420, voire même plus bas. 1420 me semble un objectif raisonnable. Maintenant, mon opinion de long terme, comme je vous l'ai dit, moi je suis haussier, mais de là à anticiper un bull market sur l'or, mis à part en cas de récession de l'économie américaine, ça me semble extrêmement peu probable. L'or physique, achat des banques centrales, par exemple, est-il intégré dans le contrat que l'on trade? Le prix de l'or est identique quasiment à tous les contrats. Après, ça dépend de la taille du contrat, si l'or, si c'est l'once, si c'est vendu au kilo, vous voyez. Mais l'or, en soi, il est proportionnellement, les prix sont les mêmes selon les contrats. À un mini pourcent près, ça va être le spread ou la différence de cotation, mais globalement, l'or est au même prix pour tout le monde. Il faut travailler sur le cacao Londres. Alors, pas d'avis sur le cacao, je ne connais pas du tout les fondamentaux. Je vais regarder juste, ça va être la dernière question. Je vais regarder d'un point de vue technique, mais cacao. Alors, cacao. Alors, cacao. Je ne me souviens plus comment le nom en anglais. Est-ce que quelqu'un a une idée? Le cacao. Coco Valentin. Coco? Ouais. Ah oui, c'est ça, oui. Coco. Merci. Ah oui, donc belle hausse du cacao. Je ne connais pas du tout les fondamentaux du cacao. Les soft commodities, je ne les suis pas. Bon, tendance haussière. Tendance haussière, canal haussier, c'est assez net. On arrive sous résistance. Donc la prime de risque, on va dire, pour les vendeurs est extrêmement importante. Maintenant, plus la prime de risque est importante, plus le risque l'est. Voilà. Sous résistance, oui, c'est bien vu. Maintenant, voilà, c'est risqué de vendre lorsqu'on a un momentum aussi important. Donc voilà, c'est intéressant, parce que d'un point de vue ratio risque-rendement, il y a des perspectives qui sont, à la rigueur, on peut viser le bas du canal, puisque c'est dans celui-là que le cacao évolue depuis maintenant plus d'1 an. Donc un retour, vous voyez, à ce niveau de prix, ça semble possible. Mais voilà, on a un momentum extrêmement important, et si on vient à sortir par le haut, l'objectif, ça serait haussier jusqu'à ce niveau de prix, vous voyez. Donc voilà, prudent sur le cacao parce que le momentum il est extrêmement haussier. C'est vrai que nous sommes sous résistance. Donc voilà, à surveiller en tout cas. Peut-être que sur une unité de temps intrajournalière, nous pourrons avoir des signaux. Alors, je ne vais pas les donner intrajournalières. Mais voilà, donc cacao sous résistance.
C'est la seule chose que je peux dire, sous 2 résistances même, parce qu'on a l'oblique baissière de long terme. Donc voilà, un prime de risque assez intéressant pour les vendeurs. Maintenant, à chacun de faire sa propre analyse. Hein. Voilà pour ce webinaire. N'oubliez pas de répondre à l'enquête à la fin de ce webinaire. Vous pouvez même demander le PDF de ce PowerPoint dans l'enquête. Il suffit de le demander. Harold, je ne sais pas si tu as un dernier mot. Oui, alors en fait, j'en profite pour rebondir ce que tu dis. Effectivement, je voulais simplement rajouter que ce serait très gentil à vous tous pour votre participation de remplir cette enquête de satisfaction. Et effectivement, si vous souhaitez obtenir les slides de cette présentation, à la dernière question de l'enquête, vous avez la possibilité d'indiquer que vous souhaitez les recevoir. Autre chose, très rapidement, sachez que nous avons un autre webinaire de prévu pour le 9 décembre. Donc voilà, vous êtes évidemment tous les bienvenus pour cet autre webinaire. Et je tenais à te remercier Valentin et tout le monde ici en régie pour l'organisation de ce webinaire. Merci également à tous ceux qui sont venus participer. Merci pour vos questions et votre attention. Valentin, je te laisse le dernier mot. Merci Harold. Écoutez, c'était un plaisir. Donc oui, j'aurai le plaisir de vous faire un autre webinaire le 9 décembre sur un sujet que j'apprécie énormément, c'est comment prédire le prochain marché baissier. Donc sur les actions, voilà, parce qu'on a beaucoup entendu parler de crack, de récession. Donc voilà, j'aurai le plaisir d'y répondre le 9 décembre, vous présenter mes indicateurs que je surveille. Et voilà, donc j'espère vous retrouver nombreux le 9 décembre pour ce webinaire. J'espère que celui-ci vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Merci à vous et bonne soirée.